Bonjour Du coup, je Margot. vais donner les questions par ordre et donc vous pourrez y répondre. Donc le premier, c'est Aurore. Oui, c'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Pour ma question, c'était durant votre carrière, vu que vous avez arbitré à différents niveaux, euh, comment avez-vous pu gérer vos matchs, sachant que chaque match a une intensité différente et surtout qu'il y a des situations quand des fois on perd le fil et on n'a pas la tête froide durant le reste de la rencontre. Ouais. Donc, bonjour à tous déjà. Vous dire que je suis très content d'être avec vous, hein, et d'avoir été sollicité par Eric, par le président du district, pour passer une heure avec vous, et essayer de vous répondre aux différentes questions que vous avez à me poser. Donc, pour répondre à ta première question, déjà, ma carrière, si on veut définir ça, c'est quoi? C'est une période qui va de mon premier coup de sifflet jusqu'à aujourd'hui, hein. Parce que comme tous les arbitres de première division dont je fais partie, j'ai pas débuté par des rencontres de football professionnel. Donc, il faut savoir que mon parcours, ça a été étape par étape. Donc, pendant 2 ans, j'ai officié pour le district de Provence sur les rencontres de jeunes. Ensuite, je suis devenu jeune arbitre de ligue. Ensuite, jeune arbitre de la fédération, ce qui m'a permis d'arbitrer des matchs de moins de 15 et moins de 17 ans nationaux. Ensuite, je suis devenu arbitre de ligue senior. Après, je suis arrivé à la fédération pour arbitrer hors de la ligue, donc au niveau CFA2 à l'époque, ce qui est la Nationale 3 aujourd'hui, en CFA, en National. Ensuite, j'ai fait 8 ans d'année de Ligue 2 et là, c'est ma troisième saison en Ligue 1. Donc voilà, ma carrière, c'est ça. Et quand on parle de matchs différents, mais forcément, il y a des niveaux différents, des intensités différentes, des enjeux différents. Et à travers tout ce parcours, à chaque étape, à chaque match arbitré, j'ai vécu des nouvelles expériences. Et c'est à travers ces expériences qu'on s'enrichit, à travers un peu tous les conseils des différents formateurs qui viennent nous voir au fil des rencontres. Donc, à force d'arbitrer, tu es amené à prendre des décisions. Parfois, elles sont bonnes, parfois, elles sont moins bonnes. Et tout ça, ça m'a permis de me construire un bagage. C'est mon sac à dos d'arbitrage. Et arbitrer au haut niveau, c'est de se préparer à vivre tous ces types de scénarios. Tous les types de scénarios, parce que chaque match ressemble, enfin, aucun match qui ressemble au précédent. Et à force de vivre des situations différentes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on prend de l'expérience et on essaye, en avançant dans les matchs, d'anticiper les situations, d'anticiper toutes les situations qu'on peut rencontrer et d'adapter notre arbitrage pour être au plus près de ce qui peut être attendu par les joueurs. Donc, je pense que l'adaptation et l'anticipation, c'est les deux facteurs clés qui doivent être mis en place pour gérer un petit peu la pression. Et après, il y a aussi cette notion d'expérience, parce que je pense que c'est comme dans tous les domaines, c'est l'expérience qui fait qu'on devient de plus en plus à l'aise et l'expérience qui fait que dans les moments difficiles, parce qu'on parle de moments difficiles dans ta question, on, on arrive à garder la tête froide et on essaie de ne pas perdre le fil. Parce que une situation particulière, ça va pas forcément être une mauvaise décision. Ça peut être une mauvaise décision, ça peut être une bonne décision, ça peut être une décision controversée. Et tous ces moments-là, il faut les anticiper. Et ça passe par une remise en question permanente, donc permanente match après match, mais aussi pendant le match. Euh, Des formateurs qui nous disent tous les quarts d'heure, il faut se poser la question, est-ce que je garde toujours le bon cap? Est-ce que j'ai la maîtrise de la rencontre? Est-ce que les acteurs sont avec moi? Est-ce que j'arrive à diriger les débats? Et cette remise en question permanente, elle permet de rester humble, notamment dans les moments où on est amené à prendre des bonnes décisions, pour pas perdre le fil et pour pas que tout ce qu'on a construit pendant toute une carrière, ou si on parle d'un match pendant 90 minutes, s'effondre à partir d'un mauvais coup de sifflet. Donc voilà, s'il y a quelques mots que je devrais retenir pour définir comment on gère la pression au cours d'une carrière, au cours de différents matchs, je dirais que c'est l'anticipation. Anticipation de ce qui peut se passer pendant un match. C'est l'adaptation, on s'adapte aux événements. C'est la remise en question permanente. Et c'est l'humilité, parce que quand on est arbitre, il faut être humble. Quand on prend de mauvaises décisions, c'est compliqué. Quand on prend des bonnes décisions, faut savourer, mais aussi se dire que tout peut dégringoler en une fraction de seconde.
Voilà, Merci beaucoup. ben de rien. Réponse. Du coup, je vais laisser la parole à Alain. C'est moi. Bonjour. Bonjour à tous, à toutes. Premièrement, ben, merci Florent pour votre disponibilité. Avec plaisir, on peut me tutoyer, Et hein. c'est la première fois, ben, on se tutoie alors. C'est la première fois, enfin, pour ma part, que je veux un peu converser avec une personnalité locale et nationale. Donc, merci pour ça. Et donc, ma question, c'était c'était plutôt sur le physique, justement, comme on t'a expliqué tout à l'heure, on est en paie un peu dessus là, en ce moment pour passer la ligue. J'ai Et compris. donc, pour la base de quelle fréquence, en fait, les entraînements étaient contrôlés et est-ce que, avec les différentes mesures sanitaires restrictives qui ont été prises par le gouvernement durant cette année, quoi, qui s'est écoulée maintenant, est-ce que ça a altéré un petit peu sur le niveau de performance attendu et voilà, par rapport à la commission des arbitres, la commission Oui, par fédérale rapport à la commission des arbitres qui nous gère. des arbitres. Donc là, je vais répondre essentiellement de mon cas personnel, du cas du groupe des arbitres de première division, hein. Ok, oui, non, mais c'est pour toi, Après, comment tu as compris, chaque niveau, c'est ses exigences et en fonction du niveau auquel on évolue, ben, on a plus ou moins de temps qui est imparti pour consacrer, et qu'on peut consacrer aux entraînements. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques années, les 23 arbitres centraux de première division sont sous contrat avec la Fédération française de football dans le cadre de la professionnalisation de l'arbitrage. Ouais. Donc ça, ben, ça signifie qu'on a un contrat et en contrepartie, ben, on bénéficie de davantage de temps parce qu'on travaille un petit peu moins notre job initial. Moi, au départ, j'étais professeur des écoles. Aujourd'hui, j'ai mis ma profession initiale entre parenthèses. Je me consacre principalement à l'arbitrage. Donc, ça me laisse du temps en journée, l'après-midi, le soir, pour pouvoir m'entraîner. Donc, ça implique un investissement qui est quand même très exigeant, mais aussi un suivi dont on peut bénéficier grâce à toutes les personnes qui nous encadrent. Hein, donc, toi, tu parlais de contrôle des entraînements. Bon, on va jouer sur la sémantique, mais moi, je vais davantage parler de suivi. Hein, on est plus suivi que ce qu'on est contrôlé. Donc, comme pour toutes les catégories, district, ligue, fédération, on a des tests qu'on doit passer 2 fois par an. Donc, des tests physiques liés des répétitions de sprint et d'autres tests physiques liés à la capacité à répéter des efforts et pour voir si on est prêt à arbitrer les matchs. Ça, c'est, comment dire, c'est le ticket, enfin, le tampon qu'on doit avoir sur notre licence pour pouvoir arbitrer pendant toute une saison. Sinon, le reste de la saison, on a un plan athlétique. Et ce plan athlétique, il est individualisé. C'est-à-dire qu'on a 2 préparateurs physiques qui sont mis à notre disposition par la Fédération française de football, donc Jean-Michel Prat et Franck Doudet, pour les citer. Et ces 2 personnes, on les voit 14 fois par an. On a 14 rassemblements où tous les arbitres de Ligue 1 sont réunis à Clairefontaine et pendant 3-4 jours, on travaille tous ensemble, la technique, le physique, la psychologie, et on essaie d'uniformiser un peu nos décisions parce qu'arbitrer, c'est prendre des décisions sur un terrain, mais c'est aussi essayer de faire en sorte de prendre les mêmes décisions sur tous les terrains et que tout le monde arbitre de la même manière. Donc voilà, sur le plan purement physique, quand on a ces rassemblements, on nous propose une palette d'exercices divers et variés qui peuvent être liés à l'endurance, à la vitesse, à la résistance à l'effort, à la prévention de blessures, à la régénération pour récupérer, au renforcement musculaire, enfin, un peu tout ce qui peut être intéressant pour un arbitre. Et une fois qu'on rentre chez nous, aux 4 coins de la France, parce qu'on est 23, mais par exemple dans les Bouches-du-Rhône, je suis le seul à l'heure actuelle, on est suivi pour les entraînements qu'on pratique. Donc moi, je pratique seul, je vais sur mon stade, je m'entraîne, j'ai une montre qui est connectée avec la fédération, c'est-à-dire que je mets ma montre Polar. Une fois que j'ai fini mon entraînement, je branche à mon ordinateur et mon préparateur physique a immédiatement accès à mes données. Donc, il voit mes courbes cardiaques et il voit les efforts que j'ai faits pour voir si ça correspond à ce qui est attendu. Donc, ça, c'est un suivi qui est quotidien. Et parallèlement, on a une autre application, une application mobile, qu'on doit remplir après chaque entraînement et chaque déplacement qu'on effectue. Et ça retrace l'ensemble de tous nos efforts. Par exemple, demain, je vais aller m'entraîner.
à la fin de l'entraînement, je vais aller sur cette application. Et sur cette application, je vais expliquer qu'est-ce que j'ai fait. Alors, j'ai fait 10 répétitions de 45 mètres. Je vais dire si j'ai été fatigué. Je vais dire quel était mon état psychologique, comment j'ai récupéré. Et voilà, tout ça, ça permet de récolter un tas de données. Et à partir d'un certain algorithme, ça permet de faire ressortir l'état de forme du moment. Donc voilà, c'est tout ce recueil de données qui permet à nos préparateurs physiques, non pas de nous contrôler, mais de nous suivre, de faire un bilan qui est quotidien par rapport à nos charges d'effort, mais aussi à la répercussion que ça peut avoir sur notre état de santé. Et à partir de ça, s'il y a besoin, ils nous conseillent pour mettre en place certains ajustements s'ils considèrent que c'est nécessaire. Voilà. Donc après, pour revenir sur la période délicate qu'on traverse depuis un an, parce que j'allais dire c'est un petit peu l'anniversaire du Covid. Ah Ouais, c'est pas super rigolo, mais c'est la vérité. Forcément, le plan sanitaire qui a été mis en place, il y a eu un impact qui a été très, très clair sur notre quotidien d'arbitre professionnel. Hein. Donc, tout à l'heure, je vous parlais d'adaptation sur le terrain. Quand on prend les décisions, là, c'est un mot qui va revenir. Forcément, on a été amené forcément à nous adapter. Donc, logiquement, quand il y a eu le premier confinement en mars dernier, il faut savoir que tous les arbitres professionnels, et même amateurs, mais là je parle pour le groupe auquel j'appartiens, on a reçu un très fort soutien psychologique de notre hiérarchie. Et ça nous a permis de penser à autre chose et de sortir de cette routine, pas de cette routine, mais ce confinement qui était très, très, très pesant. Et parallèlement, sur le plan purement sportif, on était dans l'attente d'une éventuelle reprise. On n'avait pas de date exacte. Et en tant que professionnel, parce qu'on est quand même des arbitres professionnels, il a forcément été nécessaire de s'entretenir physiquement pour être prêt et pour ne pas avoir trop de mal à remettre la machine en route dans le cas d'une annonce de reprise. Donc, c'est pour ça que nos préparateurs physiques nous faisaient parvenir chaque semaine, tout un panel d'exercices et un programme d'entraînement qu'on avait à mettre en place, bien sûr dans le respect des mesures sanitaires, parce que c'était relativement strict en mars dernier. Et voilà, donc il faut savoir que les stades étaient fermés, que les salles de sport étaient fermées, donc voilà, on s'adaptait. On respectait l'heure par jour qui nous était autorisée par le gouvernement, on restait dans les kilomètres autour du logement dans lequel chacun habitait, et puis voilà. Donc peu à peu, on a pu obtenir des dérogations du gouvernement qui nous permettent, nous les professionnels, même si les stades sont fermés, d'avoir accès aux infrastructures aux alentours de chez nous, pour pouvoir s'entraîner quotidiennement. Et voilà, donc grâce à ça, aujourd'hui, on a retrouvé des conditions d'exercice qui se rapprochent de plus en plus de ce qu'elles étaient avant l'épidémie. Ok, super. Voilà. Okay, merci. Je vais laisser parler Mohamed pour les 2 questions. Oui, bonjour Florent, bonjour tout le monde, merci, Mohamed. merci pour ta disponibilité et pour ta présence, c'est vachement intéressant, moi je trouve. Concernant mes questions, en fait, pour résumer, et de ce que je vois à la télé régulièrement quand on regarde les matchs, le fait qu'il n'y ait pas de public, bon, j'imagine que ça a quand même des avantages par rapport à la pression qui pèse sur les arbitres tous les matchs quand il y avait du public, et surtout quand ça se passait pas en faveur de l'équipe recevante. Par contre, ce que j'ai remarqué, en fait, c'est qu'on entend tout. Et le fait est qu'on entend tout, ça fait, je sais pas comment les arbitres ils prennent ça par rapport, je sais pas, je donne le simple exemple, c'était hier, quand je vois Kazri parler à l'arbitre assistant et dire mais il est fou par rapport à une action. Est-ce que vous avez vraiment adapté ou augmenté, on va dire, le seuil de tolérance par rapport aux certains propos que peut-être vous n'entendiez pas avant quand il y avait le stade plein ou qu'il y avait du monde dans le stade? Est-ce qu'il y a eu des adaptations par rapport à ça? Parce que moi, je trouve qu'au niveau district, on est limite plus sévère, moi personnellement, sur certains propos que les arbitres de Ligue 1, quoi. De ce que j'entends maintenant qu'on entend tout, c'est vraiment étrange, que ce soit envers l'arbitre ou les joueurs entre eux, quoi. C'est je me suis toujours posé la question, je me suis dit, moi j'attendais des biscottes un peu partout, un peu plus de cartons, mais je vois que les arbitres, quand même, ils essayent de gérer ça avec plus de psychologie. Est-ce qu'il y a eu des consignes par rapport à ça? Des consignes, non. Enfin, il y a un mot qui ressort, hein, c'est toujours le même. Tu as parlé d'adaptation. Est-ce qu'on s'est adapté? Ben oui, on s'est adapté, forcément.
Normalement, le football, c'est un spectacle, hein, ça se joue avec du public, avec des stades plus ou moins pleins. Et aujourd'hui, ben, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il y a une épidémie qui est terrible sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble de la planète, ben, nous, on a la chance de pouvoir, parce qu'il faut le souligner, on a la chance aujourd'hui de pouvoir continuer à exercer dans des stades vides. Donc, ben oui, un match à huis clos, on entend tout. On entend les impacts de ballon, on entend les paroles des entraîneurs, on entend les paroles des joueurs, on entend les paroles des arbitres aussi. On entend les consignes, on entend les frappes de balles. Et donc, on s'adapte. Donc, après, tu as cité un joueur, une rencontre bon, que je n'ai pas forcément vu. De toute manière, enfin, voilà, aujourd'hui, comme toujours, je fais en sorte de ne pas forcément commenter sur la place publique ou en public Oui, oui, je comprends tout à fait. C'était qu'un exemple, en fait. Mais Mais après, voilà, on entend tout ce qui se fait, tout ce qui se dit. Donc, je pense qu'il y a un peu plus de retenue ben, de la part de tout le monde, et c'est normal, parce que tout le monde s'adapte, et à la fois les joueurs, les entraîneurs et les arbitres. Mais, mais sinon, non, le seuil de tolérance est toujours le même. On a le droit de parler, c'est un sport, on a des émotions, les joueurs ont des émotions aussi, ils ont des propos qui retransmettent leurs émotions sur le terrain. Nous, parfois, les arbitres, on peut s'emporter aussi, alors sans dépasser les limites, mais enfin, voilà, on agit, on est nous-mêmes sur le terrain. Et, et je pense que qu'il y ait du public ou qu'il n'y ait pas de public, ben, une fois qu'on est sur le terrain, on se concentre sur notre mission, sur la raison pour laquelle on est là, c'est-à-dire mener à bien notre rencontre en faisant de notre mieux. Et après, s'il y a des interactions, des relations à avoir avec les joueurs, ben, on leur parle de la même manière, sauf qu'on est conscient que tout s'entend, que tout est scruté, tout est analysé, il y a des micros qui traînent un petit peu partout. Et donc voilà, il faut faire davantage attention. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, on entend tout, donc les arbitres font attention à ce qu'ils disent, mais en temps normal, les propos sont toujours mesurés et très, très respectueux entre les acteurs divers et variés, quoi. ok, merci pour ta réponse. De rien. Deuxième question, c'était l'impact en fait sur la VAR. Moi, j'aimerais bien avoir ton retour personnel sur. L'impact, c'est-à-dire l'impact sur la VAR. En fait, depuis en fait la mise en place de la VAR, en fait, Ouais. dans l'arbitrage professionnel, est-ce que l'adaptation de ta façon d'arbitrer, il y a eu sûrement une adaptation, en fait, une dépendance d'un autre, voilà, d'une autre équipe à l'extérieur qui doit venir en soutien et tout. Bien Mais sûr. est-ce que, enfin, je sais pas, est-ce que ça a plus facilité ta mission sur le terrain ou ça crée ça peut créer cette, voilà, justement, c'est que l'arbitre, enfin, moi j'imagine, hein, c'est mon ressenti, mais je sens que les arbitres, maintenant, ils suivent, en fait, ils dépendent un peu de cette VAR où les décisions ne sont pas forcément instantanées. Je sais pas, moi personnellement en tant qu'arbitre, à mon niveau amateur, moi je dis, ouais, c'est pour un arbitre qui est très entreprenant, qui est à fond dans son match, bien concentré. Maintenant, c'est fini, il dépend d'une caméra, d'un retour des collègues arbitres dehors. Donc, est-ce que, je sais pas, comment toi personnellement tu l'as vécu, fait, Ben, je me suis sans, adapté, hein, enfin, une fois de plus. Une fois de plus, je me suis adapté. Alors, comment je l'ai vécu? Pour, euh, pour introduire le propos, je veux dire, c'est comme si un pilote, même si c'est relativement bien conduire, on lui propose d'avoir un copilote. C'est difficile de refuser. Hein, la VAR, c'est une aide. La VAR, c'est une aide qui a été mise en place pour essayer de gommer certaines erreurs. Donc théoriquement, même si en professionnel, enfin en professionnel uniquement en Ligue 1 aujourd'hui pour les championnats domestiques, on a l'utilisation de la VAR. Un arbitre, il doit quand même continuer à arbitrer comme si la technologie n'était pas là. C'est ce qui nous est demandé, c'est répété à chaque fois qu'on a des réunions avec nos dirigeants et c'est tant mieux. Et on est quand même conscient qu'à un moment du match, il y a une décision majeure qui est erronée, parce que c'est la raison pour laquelle on a mis en place l'utilisation de la vidéo aujourd'hui. Son utilisation, si elle devient nécessaire, ben, l'assistant vidéo, il interpelle l'arbitre par l'oreillette, il informe qu'il a besoin de quelques secondes ou quelques minutes pour analyser la situation plus précisément. Et si il estime qu'il y a besoin de suggérer d'aller voir des images au bord du terrain sur l'écran,
il lui propose d'aller réarbitrer la dite situation. Et après, c'est toujours en dernier ressort, l'arbitre central, une fois qu'il y a vu les images, qui décide si, oui, il s'est clairement trompé ou s'il décide de rester sur sa décision initiale. Parce qu'arbitrer, c'est interpréter et parfois, on peut avoir des interprétations différentes. Donc voilà, théoriquement, c'est ça. Après, la réalité, bien sûr, elle est un petit peu différente. Au départ, quand ça fait 25 ans qu'on arbitre sans vidéo et qu'un jour, il y a la vidéo qui apparaît, ben, l'arbitre, inconsciemment, il sait que toutes ces décisions importantes, elles sont contrôlées par environ une dizaine de caméras, par un collègue qui est au centre de visionnage. Et il y a un sentiment étrange. On sait que les décisions sont scrutées. Alors, moi, personnellement, face à ça, quand j'arbitre, j'essaie, comme je l'ai dit au départ, d'arbitrer en suivant mon instinct, en essayant de faire abstraction un maximum de la présence de la vidéo. Et je me dis pendant le match que si je prends une décision qui peut remettre. Excusez-moi, là j'ai de la visite qui n'était pas prévue. Et donc voilà, si je commets une erreur manifeste, je sais que j'ai un parachute qui va m'être mis à disposition pour réparer dans là où les 2 minutes qui suivent l'erreur commise. Donc c'est une chance. La VAR aujourd'hui, pour nous les arbitres, c'est une chance. Et si on parle d'impact sur mon arbitrage, je dirais aujourd'hui que la présence de la VAR, ça m'apporte surtout de la sérénité dans mon arbitrage. Ça m'apporte de la sérénité. La hantise d'un arbitre, c'est de fausser le résultat d'un match et de commettre une erreur manifeste parce que ça va avoir de l'impact sur la rencontre. Et puis un arbitre, quand il se trompe, si arbitre, tu sais ce que c'est, il vit mal la situation, il y pense le lendemain et après, chacun est fait comme il est. Il y en a qui ont besoin de 2, 3, 4 jours pour évacuer. Donc aujourd'hui, la VAR, ça apporte de la sérénité. Il y a eu un temps d'adaptation au début, c'est légitime, mais aujourd'hui, ma ligne de conduite, c'est de me dire, je continue à arbitrer, j'ai une bouée de sauvetage si je me trompe de manière claire et j'en profite. Donc voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, ce qu'il faut se dire aussi, toujours pour parler d'adaptation, c'est que c'est quelque chose de nouveau et comme toute nouveauté, il faut se l'approprier. Et une fois qu'on s'est approprié, on fait un constat à tête reposée après un certain temps. Donc moi, ça fait 2 ans que sur le terrain de Ligue 1, j'ai la possibilité d'être assisté par l'assistance vidéo, parce qu'on joue avec les mots, mais ce n'est pas de l'arbitrage vidéo, c'est de l'assistance. C'est pour des cas isolés quand même. Et ce qu'on constate sur le terrain, ce qu'on constate très clairement, c'est que depuis l'introduction de la VAR, les relations entre les arbitres et les joueurs, elles se sont nettement et clairement apaisées. Et ça, c'est fort appréciable. Elles se sont apaisées. Il y a une relation de confiance qui est plus importante que ce qu'elle était auparavant. C'est un ressenti. C'est un ressenti, mais que je tiens quand même à souligner. Et au début, je pensais que réarbitrer une situation, en allant consulter des images au bord d'un écran, au bord terrain, je pensais que ce serait perçu comme une défaillance de ma part, que j'allais être pointé du doigt, un peu moqué par les joueurs. Il y a focus sur moi, on me montre que je me suis trompé. La VAR, elle est là pour réparer une erreur manifeste. Donc, je me dis que j'ai fait une grosse erreur. Et en plus, on arrête le jeu pour que j'aille voir cette grossière erreur. Et avec le temps, il s'avère que la réalité, elle est complètement différente. Parce que les joueurs et les entraîneurs ont à l'esprit que l'arbitrage, c'est de l'humain. Et que l'humain, il a le droit de se tromper. C'est pour ça bien sûr, c'était à des fins personnelles qu'ils voulaient que la VAR soit mise en place, mais aussi pour aider les arbitres. Parce qu'aujourd'hui, ça va trop vite et c'est extrêmement compliqué. Donc voilà, le foot pro, c'est un spectacle. Le foot pro, c'est regardé par des enfants, par beaucoup d'enfants. C'est ce qui est encore plus important que les adultes. Quand je parle de visibilité, je crois que montrer une belle image avec des relations apaisées entre les différents acteurs, le plus souvent possible, c'est quelque chose qui est très important. Donc voilà, donc pour conclure sur ce thème, sur le thème de l'assistance vidéo et sa mise en place, et l'impact que ça peut avoir sur mon arbitrage et sur l'arbitrage en général, je pense que c'est ce qu'il faut souligner. Moins d'erreurs. D'un côté, il y a moins d'erreurs, c'est une certitude, et des relations qui sont apaisées entre les différents acteurs. Et si j'ai un mot à dire, c'est que j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Dernière question, et je passe toujours sur la VAR. Donc, on s'est toujours posé la question. Quelle est la règle en fait quelle est la règle en fait entre l'arbitre qui est derrière l'écran et l'arbitre sur le terrain
quand il y a justement une action litigieuse où l'arbitre il siffle rien, en fait, on va dire dans la surface. Ouais. Quand on dit erreur manifeste, on est tout à fait d'accord, mais manifeste, ça reste quand même, comment dire, ça reste large, quoi. Donc, Ça reste théorique. voilà, ça reste très Loi du théorique. jeu, c'est théorique. Oui, on a vu dans pas mal de cas où l'arbitre il n'a pas sifflé et que derrière la VAR n'intervient pas. Et les gens, ils se posent des questions. Ils disent, oui, donc est-ce que la VAR, ils n'ont pas contacté l'arbitre central ou est-ce que le central, il a dit, il n'y a rien, donc on siffle rien. En fait, il y a toujours eu cette zone il y a cette ambiguïté, en fait, où on ne comprend pas qui est le patron, quoi. Est-ce que c'est, on va reprocher à la VAR le fait, à la VAR qu'ils n'ont rien dit ou est-ce que l'arbitre central, il a fait un signe des deux bras comme quoi il n'y avait rien? Et du coup, peut-être on lui a dit qu'il a insisté, on ne sait pas en fait. D'où en fait, je crois qu'en Ligue des Champions, maintenant, ils ont mis carrément l'arbitre, voilà quoi, à la télé, qu'on entend carrément les échanges entre, entre les arbitres quand ils se parlent. Et je trouve ça limite très gênant pour un arbitre. Hein, mais bon, maintenant, un téléspectateur, il peut entendre ce qui se dit entre un arbitre et entre les centraux et les gars de la VAR. Donc, après, voilà, donc ça reste quand même. Moi, je pense que ça reste un peu flou quelque part. Après, Alors, je ne sais pas si en Ligue des Champions, on peut entendre, mais pour essayer de répondre à ta question, déjà, tu disais qu'on ne sait pas trop qui est le patron. Le patron, ça restera toujours l'arbitre qui est sur le terrain. Toujours. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Pour illustrer pour argumenter, tout simplement, en cas d'erreur manifeste, si l'arbitre s'est trompé, c'est lui qui va aller face à l'écran, sur le terrain, voir les images, reconnaître son erreur et la corriger. Pourquoi? Parce que l'arbitrage, c'est, et ça restera toujours, de l'interprétation. On interprète une situation, on interprète un fait de jeu. Toi, tu estimes que je me suis clairement trompé parce que j'ai estimé que le ballon avait été touché et il s'avère que le ballon n'a jamais été touché et que le tacle a emporté clairement le joueur. J'ai interprété qu'il n'y avait pas faute. Tu vas m'envoyer les images et moi, je vais constater et je vais réarbitrer la situation pour voir si mon interprétation du terrain à vitesse réelle était réellement erronée ou pas. Donc, le patron, ça restera toujours l'arbitre central. Après, tu parlais d'une zone qui était ce que nous, on appelle la zone grise. Parce que dans le football, tout n'est pas binaire. Alors, il y a certaines situations, je vais prendre juste 2 exemples. Hein. Un arbitre va siffler une faute qui voit à l'intérieur de la surface de réparation et il va donc donner un penalty. Alors, pas donner, ce n'est pas un cadeau. Hein. Il va attribuer un penalty à l'équipe qui doit en bénéficier parce qu'un coup franc qui est sifflé à l'intérieur de la surface de réparation est sanctionné d'un penalty. Il s'avère que l'image montre clairement que la faute a eu lieu à l'extérieur. C'est une situation qui est binaire. Hein, c'est noir, c'est blanc. Celui qui est derrière l'écran, il va informer l'arbitre par l'oreillette que la faute est avérée, mais qu'elle est à l'extérieur de la surface de réparation. Et sur ce cas de figure précis, la VAR peut intervenir. Alors moi, je vais appeler mon collègue, je vais lui dire, voilà, je viens de voir les images, la faute, elle a clairement eu lieu à l'extérieur. C'est binaire, il n'y a rien qui doit s'interpréter. C'est une erreur qui doit être corrigée et il n'y a aucune nécessité que tu ailles voir les images. Hein, parce que toutes les personnes qui vont voir les images verront que la faute est dehors. Donc ça, c'est le premier cas. Pour toutes les autres situations, enfin pour beaucoup d'autres situations, pas toutes, mais en l'occurrence, la nature d'une faute, ce dont tu parlais, il y a une faute dans la surface de réparation, l'arbitre juge qu'il y a pénalty, c'est une zone grise. Ça reste de l'interprétation. Et si le VAR, en analysant les images, considère que l'arbitre s'est clairement trompé, mais ça reste théorique, clairement. Hein. Nous, on a des critères d'aide, des critères d'aide à la décision, on a des paramètres qu'on prend en compte. Et si je considère que l'arbitre s'est clairement trompé, je vais lui expliquer qu'est-ce que j'ai vu aux images et lui proposer de revoir les images. Mais voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que ça restera toujours une question d'interprétation, quel que soit le type de faute. Parfois, ça se rapproche plus du noir que du blanc, et parfois, c'est une zone qui est grise. Voilà. Et c'est difficile de répondre de manière très, très, très précise à ta question parce que c'est tout le nœud du problème. Et quand le texte de la VAR nous explique clairement, parce que c'est quand même très, très réglementé,
que le VAR doit intervenir en cas d'erreur claire et manifeste. Ben, l'erreur claire et manifeste, toute la difficulté, c'est d'être en capacité de la définir. Et c'est ce qu'on s'efforce à faire régulièrement et c'est ce sur quoi on travaille d'arrache-pied avec nos dirigeants et entre arbitres, parce qu'on travaille en groupe à partir de mêmes images pour se mettre d'accord sur les situations sur lesquelles il faut intervenir et c'est les situations sur lesquelles il faut s'abstenir. Tout à fait. Merci pour ta réponse. Ben, je t'en prie. Du coup, c'est au tour de Michael de prendre la parole. Merci Margot. Avant de poser la question, je tenais juste à souligner qu'on a notre cher représentant de notre commission départementale des arbitres qui s'est connecté. Jacques, si tu veux dire un mot pour saluer Florent et les collègues arbitres. Ouais, ça me fait déjà plaisir de revoir Florent. Moi aussi. Que j'ai connu très petit. Hein, ça fait ton chemin, c'est bien, c'est tout à ton honneur. Non, à prendre la parole, à la rigueur, je la prendrai plutôt en fin de visio, pour faire une petite synthèse. Je laisse parler d'abord ceux qui ont des questions. Moi, j'aurais un langage beaucoup plus professionnel étant passé par là, donc, et en expliquant ma façon de concevoir les choses par rapport à l'ensemble des propos qui ont été tenus. Donc, je laisse la parole à d'autres personnes. Ok, merci Jacques. Pour ma part, une seule question, leur tourne. Comme tu dois le savoir, Florent, la Fédé et donc par ricochet le district, ils mettent en place une réelle politique de promotion et de développement de la féminisation, et cela à tous les niveaux, joueuses, dirigeantes, éducatrices et bien évidemment arbitres. Je voulais savoir, selon toi, quels étaient les bons leviers à activer pour réussir à développer au mieux l'arbitrage féminin? Arbitrage féminin. Je regarde tout de suite. Je prends 2-3 notes pour pas dire de bêtises concernant 2-3 chiffres. Voilà, donc je suis à toi. Donc voilà, ce que je voulais dire en préambule concernant l'arbitrage féminin, et football féminin en règle générale, ce qu'il faut savoir qu'en 2012, il a été initié un plan de féminisation du football féminin en général, qui a été mis en place pour valoriser la place des femmes dans le football et structurer la pratique du football féminin à tous les niveaux, sur tout l'ensemble du territoire français. Donc c'était pour les joueuses, c'était pour les dirigeantes et bien entendu pour les arbitres. Parce qu'on ne peut pas parler d'arbitrage féminin sans parler de football féminin. Bon, je t'apprends rien, je parle pour les internautes qui regardent. Un arbitre, une arbitre, on est là uniquement parce que le football existe et on est au service du football. Donc voilà, la priorité, c'est de replacer les choses où elles doivent être replacées. Et ensuite, par rapport à ce projet-là, la Fédé s'était fixé 4 objectifs majeurs, dont le développement de certaines structures pour développer le football et l'arbitrage féminin en particulier, comme les mercredis de l'arbitrage. Donc, les mercredis de l'arbitrage, c'est des animations qui permettaient 2-3 fois par an de proposer des matchs en utilisant les structures de D1 et de D2 féminines et en mettant en place des ateliers d'initiation à l'arbitrage sur le terrain. Parce que pour devenir arbitre, il n'y a rien de mieux que de prendre le sifflet, de mettre ses chaussures de foot et de décider, parce qu'arbitre, c'est décider. Et c'est comme ça que la plupart des arbitres ont pris goût à la fonction et se sont dit à la fin du match, j'ai envie d'y retourner. Donc, comment on fait pour y retourner? Je vais faire une formation. Donc, voilà, passer par le terrain, c'est ce qui a été mis en place à partir des mercredis de l'arbitrage. Et bon, bien entendu, je ne peux pas répondre à ta question sans évoquer Stéphanie Frappart. Stéphanie Frappart, qui est devenue aujourd'hui, naturellement, l'ambassadrice de l'arbitrage féminin en France, pour ne pas dire à travers le monde. Elle officie en Ligue 1 masculine, donc en Ligue 1 homme, donc je ne vais pas la présenter, mais en Ligue 1 homme. Elle a officié lors de la dernière Coupe du Monde féminine en France. Elle a officié lors de plusieurs matchs internationaux masculins. Dernièrement en Ligue des Champions à la Juventus de Turin. Donc voilà, c'est l'ambassadrice, c'est le fer de lance de l'arbitrage féminin. Et bien sûr que sa réussite et sa médiatisation sont 2 éléments qui ont suscité des vocations et qui en suscitent toujours.
De temps en temps, sur les stades, j'ai la possibilité de croiser certaines jeunes filles qui jouent au foot et qui veulent savoir comment on fait pour devenir arbitre. Et parfois, on me dit, j'ai envie de devenir arbitre parce que j'ai envie de faire comme Stéphanie Frappart. C'est exactement comme ça se passe. C'est pour ça qu'elle a un rôle très important à jouer. Elle joue super bien. Donc voilà, cette saison, pour être un peu plus précis, pour accéder à ce plan de développement féminin, il vient d'être lancé un plan de professionnalisation de l'arbitrage en D1 féminine pour 8 arbitres. En France, aujourd'hui, il y a 24 000 arbitres. Il y en a 1200 qui arbitrent en féminine. Il y en a 40 qui officient en première division, centrale, assistante. Et il y en a 8 qui sont entrés dans un cadre de professionnalisation. Et l'objectif qui était celui de la professionnalisation, c'était, comme pour les arbitres centraux masculins, de les mettre dans les meilleures dispositions pour se préparer comme les joueuses qu'elles dirigent le week-end. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est de libérer du temps pour s'améliorer sur le plan athlétique, sur le plan technique et sur le plan mental. Et en plus de ça, comme elles travaillent en petit effectif, parce qu'elles sont seulement 8 pour les arbitres centrales, je dirais que plus on travaille en petit groupe, et plus on progresse rapidement. Donc voilà, aujourd'hui, le football féminin, il est en plein essor. C'est une volonté fédérale. Ça a des répercussions au niveau régional, ça en a au niveau départemental, notamment au niveau du district de Provence. Et l'arbitrage féminin, il est sur la même dynamique que le football féminin en règle générale. Et je pense qu'il faut s'en réjouir et qu'il ne faut pas hésiter à en faire la promotion parce que le football, il n'appartient pas qu'aux hommes et on a besoin des femmes sur les terrains. On a besoin des femmes sur les terrains. Et le message, pour finir, c'est transversal, le message, c'est arbitrer, c'est un réel plaisir. Arbitrer, c'est un réel plaisir. On est 25 000, on n'est pas 25 000 fous, même 24 000. On a tous fait notre premier match, on a pris le sifflet, on a essayé. Et si j'ai un message à donner à ceux qui hésitent, qui aimeraient essayer, c'est lancez-vous. Lancez-vous, rapprochez-vous de votre ligue, rapprochez-vous de votre district, rapprochez-vous de votre club, rapprochez-vous d'un arbitre. Toutes les personnes qui aiment le foot ont quelqu'un qui a un lien avec l'arbitrage et on vous accompagnera. Mais essayez parce que la mission, elle vaut le coup, la tâche, elle vaut le coup. Et arbitrer, c'est plus que sympa. Voilà. Super. Merci pour ta réponse très détaillée et très complète. En prie. Donc, c'est au tour de Jérémy. Tu peux poser tes 2 premières questions parce que je pense que la 3e a déjà été abordée sur la VAR. Ouais. Donc, bonjour. Merci, Florent, pour votre temps et tout. Bonjour. Donc, moi, la première question, c'était au niveau psychologique. Donc, c'est sûr que maintenant, avec le contexte et tout, c'est plus pareil. Mais comment vous vivez les matchs? Par exemple, exemple simple, à Marseille, dans un stade où il y a peut-être 60 000 personnes, il y a beaucoup de pression. Est-ce que vous êtes suivi psychologiquement, tout ça? Voilà. Alors, déjà, je crois que tu as choisi le mauvais exemple, là. Je vais essayer de te décevoir. Parce qu'en étant arbitre marseillais, enfin, je ne suis pas un arbitre marseillais, je dis une grosse bêtise, là. En étant arbitre originaire du district de Provence et de la Ligue de la Méditerranée, les règlements m'interdisent, à partir du moment où j'arrive au niveau fédéral, c'est-à-dire à partir de la Nationale 3, m'interdisent d'officier la ville dans laquelle je suis né. Donc, voilà, moi, je suis originaire du district de Provence et le stade Vélodrome, c'est un stade sur lequel je n'ai pas la possibilité d'arbitrer. Mais ça ne va pas m'empêcher de répondre à ta question. Qui était quoi exactement? C'était savoir comment gérer la pression psychologique, comment vous vivez au niveau de la pression, tout ça, et si vous étiez suivi par des professionnels. On est accompagné sur le plan athlétique, sur le plan physique, et on est accompagné sur le plan mental. On a un préparateur mental qui nous est mis également à disposition par la fédération. Alors, qui ne nous prépare pas à tout, mais qui nous prépare à vivre des situations qui peuvent être un petit peu compliquées. Mais je pense qu'un arbitre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il arrive en première division, ce que j'ai dit
en début de visio. Son premier match, il ne le fait pas au Stade Vélodrome devant 60 000 personnes ou à Saint-Etienne devant 45 000 ou au Parc des Princes, un stade à guichet fermé. Hein, on gravit les échelons petit à petit. On emmagasine de l'expérience et petit à petit, on apprend à officier devant des spectateurs. On apprend à s'approprier cette atmosphère-là. Et à défaut d'en faire ce que tu vas qualifier de pression, on essaie de s'en faire un allié, Quand on est arbitre, on est un passionné de football. On est un passionné de football. Et en tant que passionné de football, il ne faut pas oublier qu'arbitrer, ça doit rester un plaisir. Ça doit rester un plaisir. Et arbitrer devant un stade plein, ça doit également rester un plaisir. Comment te dire? Le plus important pour un arbitre, quel que soit le niveau auquel il évolue, hein, c'est de ne pas se laisser dépenser par l'enjeu de la rencontre. De ne pas se laisser dépasser par l'enjeu de la rencontre. Et de se dire que s'il est là, s'il est sur ce terrain, quelle que soit la catégorie dans laquelle il évolue, c'est parce qu'il y a des personnes, sa hiérarchie, qui a estimé qu'il avait les compétences pour évoluer à ce niveau-là, premièrement. Mais deuxièmement, s'il est là, c'est parce qu'on a besoin de lui. Quand je rentre sur un stade, je me dis qu'il n'y a pas de football sans arbitre. Et ça, il faut en être conscient. Et que si on est là, c'est parce que tout le monde a intérêt à ce qu'on soit là. Et notre rôle, il est très important. Donc, je me dis, j'ai une mission. Je suis là parce que j'ai les compétences requises à ce jour pour évoluer à ce niveau-là. Et cette pression, si on emploie les termes de pression, au lieu d'en faire une pression négative, il faut essayer de faire en sorte que ça devienne une pression positive. Et en se disant qu'au premier coup de sifflet, elle va disparaître et on va profiter pleinement de la rencontre pour laquelle on a été désigné. Merci. Et du coup, pour la deuxième question, c'était, je ne sais pas si vous en avez parlé au début parce que je n'étais pas encore arrivé. Vous avez arbitré au niveau de district et tout, oui. Pour commencer. Alors du coup, la deuxième question, c'était, c'est quoi le niveau le plus compliqué que vous ayez arbitré? La catégorie la plus difficile, le niveau? Ouais. C'est pas forcément facile de répondre à ce type de questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je fais le compte, je dois arbitrer dans environ une dizaine de catégories. Hein, si on passe des moins de 13 ans à mes débuts jusqu'à la Ligue 1 aujourd'hui. Alors, désigner une catégorie comme la plus difficile à arbitrer, je serais incapable. Et en plus, ce serait un petit peu injuste parce que ce serait stigmatiser une catégorie qui ne mérite pas de l'être parce que ce serait un point de vue totalement subjectif. Et donc, voilà. Tout ce que je peux te dire, c'est que tous les matchs que j'ai arbitrés, ils m'ont apporté. Ils m'ont beaucoup apporté, ça c'est une certitude. Et il y a certains matchs qui ont été plus compliqués que d'autres. Et chacun pour des raisons différentes. Tu sais, quand tu arbitres en amateur le dimanche matin, tu as 17 ans, ce qui était mon cas quand j'ai commencé, que tu as une dizaine de matchs à ton actif et que certains joueurs, certains joueurs sont plus âgés que toi. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile et parfois tu peux avoir des retours au vestiaire qui sont mouvementés. Et est-ce qu'on peut comparer ce type de match à un match de professionnel quand on sait qu'il est regardé par des milliers de téléspectateurs, hein, et par des milliers de spectateurs dans le stade en direct, je n'en suis pas certain. On ne peut pas comparer les catégories. Je pense que chaque catégorie a ses propres enjeux, chaque catégorie a ses difficultés, et qu'il faut comparer ce qui est comparable. Donc certes, il y a des matchs qui sont plus difficiles que d'autres. J'ai eu des matchs plus difficiles que d'autres. Des contextes plus houleux que d'autres, j'en ai connu aussi. Il y a certains matchs qui prennent une tournure qu'on n'a pas forcément souhaité, qu'on n'a pas forcément anticipé, et qui deviennent donc des matchs qu'on peut qualifier de compliqués. Hein, c'est comme ça, c'est inhérent au football et à l'arbitrage, mais c'est tout sauf une question de catégorie. Après, je vais essayer de te rassurer, hein, même si parfois ça peut être un peu compliqué, c'est inhérent à la fonction d'arbitre, on le sait. Quand on prend le sifflet, on sait qu'on va vivre des moments difficiles, mais la plupart du temps, hein, pour la majorité des matchs pour lesquels on évolue, pour lesquels j'ai officié, c'est que du bonheur. Et à l'arrivée, à la fin d'un match, et ce que disent les anciens, à la fin d'une carrière, ce qu'on retient, c'est uniquement les moments positifs. On retient toujours que les bons moments. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup quand on arbitre. Voilà. D'accord. Merci beaucoup.
Et la dernière question sera posée par Eric Touboul. Oui, Florent, Oui. bonjour. Je ne vais pas revenir sur la VAR parce que vous avez très bien expliqué que c'était un outil pour vous qui vous aidait dans votre arbitrage. Mais Complètement. je vais vous parler d'une phase de jeu Hmm. qui peut devenir pénible dans votre arbitrage. Pour le moment, il n'y a pas de spectateurs, tout se passe bien. Il y a Hmm. des explications, on le voit à la télé. C'est la phase de hors-jeu. Oui. Alors, la phase de hors-jeu, maintenant, vous, quand vous arbitrez, vous voyez un hors-jeu. Mais vous êtes obligé de laisser finir l'action pour pouvoir siffler. Oui. Et si par hasard il y a un but, c'est encore plus grave, dans le sens où pour vous, il y a hors-jeu. Mais pour 30 000, 35 000 personnes, quand son équipe marque, Oui. que vous siffliez après que le but soit marqué et que vous l'invalidiez parce que justement il y a hors-jeu, parce que la VAR vous le dit, alors que vous l'avez vu dès le départ, ça peut Hmm. être très grave. Alors je comprends que pour vous c'est une sécurité, la VAR, parce que vous attendez, vous avez peur de vous tromper, vous attendez que la VAR confirme ou infirme le but, mais vous, si vous le voyez d'entrée, et pour le spectateur que je suis ou que d'autres personnes sont, c'est très pénible parce qu'on se dit mais pourquoi il n'a pas sifflé avant? Ça peut éviter des problèmes. Je vais essayer d'y répondre. Je ne vais pas donner la solution idoine. Hein. Je vais Je juste me essayer de doute. répondre. Juste essayer de répondre. Déjà, si on, en tant qu'arbitre, sur une situation de hors-jeu, on retarde un coup de drapeau ou un coup de sifflet pour un hors-jeu, on fait qu'appliquer ce qu'on nous demande d'appliquer. Hein. Un arbitre, il est sur le terrain, il fait la loi, comme certains disent, mais il ne fait pas sa loi. Hein. Il fait appliquer les lois du jeu. Là, la vidéo, elle a été mise en place, l'assistance vidéo, pour permettre à un arbitre de réparer une erreur. De réparer une erreur. Mais le règlement, il stipule quand même que, et c'est la base pour un arbitre, à partir du moment où un coup de sifflet a été donné, Il ne faut plus revenir. le jeu est arrêté. Donc, il y a une action qui se déroule. L'arbitre assistant estime, juge, apprécie qu'un joueur est hors jeu, l'attaquant qui part seul au but, qui a eu une occasion prometteuse de marquer un but. Mais il va lever son drapeau, l'arbitre central va siffler le hors-jeu et l'action va être stoppée. On fait qu'appliquer les lois du jeu. Le problème, c'est que si à l'image, on voit que l'arbitre s'est trompé, parce que malheureusement, parfois on se trompe, on va se dire, mais pourquoi il a levé son drapeau? Il n'y avait pas hors-jeu. Maintenant qu'il y a la vidéo, et voilà pourquoi on a pris cette décision-là. Donc, le protocole de la VAR, il stipule que si l'arbitre est sûr et certain que le joueur qui doit être sanctionné est hors-jeu de 2 ou 3 mètres, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de laisser défiler l'action, d'attendre qu'un but soit marqué pour dire 30 secondes après, le joueur était 4 mètres hors jeu, je le savais, tout le monde le savait, tout le monde l'a vu, mais on préfère quand même que les spectateurs savourent le but pour leur dire 30 secondes après que le but est refusé. Ce n'est pas ça qui se passe. Ce qu'on voit parfois à la télé, ce qu'on voit parfois quand on voit l'utilisation de la VAR, c'est une situation qui est limite, 50 cm, 1 mètre, 1 mètre 50. Quand on a des joueurs comme certains qui courent à vitesse de sprint à 37 km/h et que les joueurs se croisent. 1 mètre, 1 mètre 50, on peut très, très, très rapidement se tromper. Mais il est demandé aux assistants de laisser l'action se dérouler. Et une fois que l'action a eu son plein effet, une fois, par exemple, que le but a été marqué, si il estime qu'au départ de l'action, il y avait hors-jeu, de le stipuler quand même. De dire, pour moi, il y avait hors-jeu et de lever son drapeau. Ça signifie, arbitre central, le but, il est marqué. Pour moi, il y avait hors-jeu. Je le dis, je le montre à tout le monde. Mais on va quand même le vérifier à la vidéo parce que si je me suis trompé, et grâce à ce coup de drapeau retardé, on aura la possibilité de valider le but. On aura la possibilité de valider. Et à l'inverse, si on interrompt l'action, on ne saura jamais ce qui sera passé à l'arrivée. Donc, c'est uniquement un protocole qui a été mis en place
parce qu'on sait que l'arbitre peut être amené à se tromper. Et si on interrompt l'action en sifflant, on peut pas réparer l'erreur. Et on n'a pas la possibilité de revenir. Donc, le seul objectif, c'est de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une justice sportive, en cas d'erreur de l'arbitre assistant. On parle d'arbitrage moderne. On peut en débattre, mais c'est ce qui, à ce jour, est considéré comme la meilleure solution pour faire en sorte qu'il y ait des buts et pour faire en sorte qu'on laisse le jeu se dérouler au maximum tout en ayant la possibilité de corriger s'il est clair qu'il y a une erreur qui a été commise par les arbitres. Voilà, j'ai essayé de répondre du mieux que je pouvais à ta question et d'avoir un côté un petit peu plus objectif pour qu'on comprenne. Merci beaucoup. Je t'en prie. Donc, merci à tous d'avoir participé à cette 3e émission du rendez-vous mensuel avec nos personnalités provinciales. Et merci à Florent Bata de nous avoir accordé de son temps. Donc, je vais laisser la parole à Jacques Clavé et à Eric Schneider pour le mot de la fin. Alors, Florent, tu m'entends bien? Je m'entends très bien. Donc, moi, je ne vais pas revenir sur les différents sujets qui ont été abordés. Tu as répondu avec ton expérience, ton vécu. En plus, moi, je suis mal placé pour parler de ce dispositif VAR parce que je ne l'ai pas connu. Moi, j'ai mon avis, mon ressenti pour ce que je vois à la télé. Bon, il y a toujours des bons et des mauvais aspects. Mais ça, tu l'as évoqué, on ne va pas revenir là-dessus. Moi, j'ai quand même évoqué les bons parce que… Comment? J'ai quand même évoqué les bons parce que Tu as évoqué les bons parce on est aidé, on savoure. Non, tu as évoqué les bons parce que je sais ô combien le type de consignes vous sont passées au travers de vos formations, de vos séminaires et tout, choses que j'ai connues. Et donc, évidemment, on est obligé de suivre les consignes qui nous sont fixées par la hiérarchie, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'aux yeux de la personne qui n'est pas férue en la matière d'arbitrage, quand on voit certaines situations sur les terrains, on peut se poser des questions sur les consignes qui vous sont passées. Bon, elles sont ce qu'elles sont, et on ne va pas revenir. Le sujet n'est pas là. Moi, je vais te confier une mission, Flo. Je suis à l'écoute. Je vais te confier une mission qui fait référence, si tu veux, donc à ma nouvelle fonction. Bon, j'avais quelques prémices de la chose, mais maintenant, étant responsable de la commission départementale des arbitres, doublement. Pourquoi je vais te confier une mission? Parce que, étant arbitre de haut niveau, tu peux te positionner, et à la rigueur, c'est un peu comme ça que je vais te demander d'être, te positionner en tant que porte-parole de l'arbitrage, je dirais même pas méditerranéen, mais au moins provençal. C'est-à-dire bon, le bas niveau de l'échelle, en restant respectueux pour tout le monde. Ouais, c'est pas respectueux. Les fondations, c'est comme pour une maison, c'est ce qu'il y a de plus important. Si les fondations, elles sont bancales, la maison, elle s'écroule. Alors, je pense que la base, voilà. Il ne faut jamais l'oublier. Et alors, tu vas comprendre les choses, comment elles sont bancales, parce que, bon, je veux dire, bon, tu peux être au courant de la situation, comme ne pas l'être, mais je vais t'en informer, comme ça tu connaîtras bien les contours, si tu veux, de mes propos, pour éventuellement les rapporter, voire faire améliorer le système au haut niveau. Parce que moi, toutes les personnes qui vous dirigent aujourd'hui, donc en haut lieu, je les ai fréquentées, donc je les connais et en tant qu'arbitre et en tant qu'individu. Donc voilà, l'arbitrage aujourd'hui amateur, bon, c'est un monde complètement différent du monde professionnel, ça on le sait, à divers titres. Mais aujourd'hui, l'arbitrage amateur, je peux le dire haut et fort, il est délaissé, voire oublié, par nos instances. Déjà, par nos instances, ne serait-ce que régionales, au niveau de la Ligue, dans un premier temps. Ça, c'est quand même le plus dramatique, parce qu'on est quand même tributaire d'eux et eux de nous, dans un premier temps. Après, au niveau fédéral. Oublié pourquoi? Parce que si tu veux, les bienfaits dont jouit l'arbitrage professionnel ne bénéficient pas au football amateur, que ce soit en matière de formation, en matière de finances, en matière d'aide logistique à tous les niveaux.
Aujourd'hui, nous avons, je pense que tu le connais, une institut de formation au niveau de la Ligue. Tout ça, c'est commandé par la fédération. Donc, pour te faire au court, aujourd'hui, en district, on ne forme pratiquement plus, c'est l'IR2F qui forme des arbitres. OK ? Chose que nous faisions, nous, au district, auparavant. Cette formation, moi, comme je l'ai dit à Eric Borghini, comme je l'ai dit à Bruxelles CTR, et comme je le dirais même à Garibian s'il le fallait, c'est une façade, c'est du bricolage. C'est du bricolage. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on forme pour former, pour se donner bonne conscience, pour avoir des arbitres, mais on se fout de la qualité. Complètement, on se fout de la qualité. Je vais te prendre pour exemple la dernière formation qui a eu lieu organisée donc, par l'IR2F. 3 demi-journées de formation par visioconférence avec une demi-journée en présentiel. Désolé, ce n'est pas de la formation, ça. Ce n'est pas de la formation. Alors aujourd'hui, on veut des chiffres, on veut des arbitres, on veut des arbitres. Ah, ils les atteindront peut-être, les objectifs fixés. Mais je veux dire, la qualité de base n'y est pas. Alors certes, la qualité, après, elle se fera par l'épuration par elle-même, au fil du temps, etc. Pour celui qui veut s'améliorer, celui à qui on donne les moyens, ça, on connaît le processus. Mais ce qu'il faudrait faire remonter, moi, sache que je le ferai de mon côté, à mon lieu, c'est que former, c'est bien, mais il faut former intelligemment, chose qui ne se fait plus aujourd'hui. Voilà. Si la base, comme tu disais tout à l'heure, la base est solide d'une maison, après, quand on monte les murs, on a quand même une assise qui est correcte et elle tiendra plus longtemps avec le temps. Voilà. Et les arbitres, c'est pareil. Même si on connaît le système de l'entonnoir, au départ, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus à l'arrivée. Ça, c'est encore un autre sujet. Donc, ce qu'il faudrait que vous fassiez, vous, et c'est ce que je te demande, parce que bon, aujourd'hui, on s'adresse à toi, c'est de faire un peu le porte-parole de cette formation qu'il faudrait revoir, mais avec une aide importante de nos instances fédérales. Aujourd'hui, le fossé est trop grand entre les différentes institutions départementales, régionales et fédérales pour qu'il y ait un travail qui se fasse au niveau district. J'ai passé, comme moi, par la Provence. La Provence est une terre de football. On y a fait nos armes, on a appris beaucoup de choses pour évoluer au haut niveau. Et on sait très bien qu'il y a des arbitres qui ont d'énormes dispositions. Mais si tu veux, les moyens qui sont mis à la disposition de nous, dirigeants, voire même des arbitres, ne sont pas suffisants pour qu'on donne la chance à tout le monde de monter. Je ne dis pas d'aller au plus haut niveau, parce que je veux dire, la chance n'est pas donnée à tout le monde, mais au moins de monter et de se faire plaisir et donner un sens à cette discipline d'arbitre. Donc, vous, arbitres de haut niveau, au-delà de votre fonction, vous devez vous faire le porte-parole des problèmes que nous rencontrons au bas niveau pour essayer d'améliorer le système. Parce que ces gens-là en haut, et je me répète, même si je les connais, ça ne m'empêche pas d'exposer ma façon de concevoir les choses, ils sont dans leur monde et la réalité d'en haut n'est pas celle d'en bas. Voilà. Donc, il faut que la fédération nous aide. Alors là, moi, je ramène tout à ma paroisse pour les arbitres, au même titre que pour d'autres commissions, une ligue ou une fédération devrait aider les districts, mais ça, c'est encore autre chose. Donc voilà, il faudrait un peu que… c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais que je te confie une mission d'une certaine manière. Oui, j'espère que ce n'est pas une question, parce que vu le temps qu'elle a duré, j'aurais dû mal y répondre. Non, ce n'est pas une question. Non, moi, je ne te demande pas de répondre, moi, je te demande de faire le porte-parole, si tu veux, des problèmes que nous rencontrons au niveau du district. Voilà, pour essayer de faire avancer les choses, parce que bon, ces gens-là, il faut un peu leur ouvrir les yeux et chose qui ne peut pas le faire, à mon avis. Voilà, je vais reprendre la parole, essayer de replacer ton recueil de doléances. Je l'ai entendu, je pense que tous les connectés l'ont entendu, même si je ne suis pas convaincu que ce soit l'objet majeur de la raison pour laquelle on m'a demandé de venir, mais je l'ai entendu, tout le monde l'a entendu. Il ne faut pas mélanger les rôles. Je suis venu répondre à des questions liées à ma passion. Ma passion qui aujourd'hui reste ma passion, mais est devenue mon métier. Et j'ai envie de la partager parce que les jeunes qui sont connectés, les jeunes et les moins jeunes qui arbitrent sur les terres de Provence, sur les terres méditerranéennes,
Et ils représentent l'avenir aujourd'hui. L'avenir de l'arbitrage, c'est eux. Ce n'est pas moi l'avenir de l'arbitrage, c'est eux. Et j'ai envie de leur donner de l'espoir et de leur donner l'envie d'arbitrer et d'essayer. Alors moi, je peux pas répondre à toutes les questions. J'ai essayé d'éclaircir sur certaines lois du jeu. J'ai essayé un petit peu d'expliquer comment fonctionnait l'arbitrage vidéo parce que c'est une nouveauté. Parce qu'il faut expliquer comment ça fonctionne. Eric m'a demandé au niveau du hors-jeu parce que c'est une nouveauté. Et c'est important d'expliquer. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Moi, c'est mon rôle. Je suis arbitre de Ligue 1. Je représente à ce jour l'élite de l'arbitrage français. Et j'explique avec grand plaisir comment on travaille, comment on met tout ce qu'on a dans le ventre, toute notre énergie au service du sport qui nous passionne, le football. Et j'ai envie d'encourager tous ceux qui ont envie d'essayer de prendre le sifflet à le prendre parce que ça vaut sincèrement le coup. Donc voilà. Après, il y a des formateurs, tu en fais partie. Et je vous encourage à les former du mieux que vous pouvez, parce que ce que vous faites, rendre au football ce que le football vous a donné, ces jeunes vous en remercieront plus tard, je l'espère, et je ferai en sorte qu'ils le fassent si j'ai un mot à leur donner. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, je remercie le district de m'avoir sollicité à nouveau pour ce moment d'échange au cours duquel j'ai pris énormément de plaisir, je le répète. J'espère qu'il en a été de même pour tout le monde et je reste à la disposition de tous les jeunes arbitres, comme ça a toujours été le cas depuis que j'ai pris le sifflet, s'ils ont besoin de conseils, quels qu'ils soient, pour progresser dans ce qui aujourd'hui est et ce qui restera toujours ma passion. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Merci Florent. Merci, Florent. Merci. Merci. Bon, allez, il va falloir que je conclue. Mais si tu le permets, Florent, avant de te remercier, tu as vu que l'heure et quart est passée, on n'a pas vu le temps passer, ça veut dire que tu as été très brillant dans tes interventions, dans toutes tes réponses très précises. Quand on aime, on ne compte pas, Eric. Merci. D'abord, je vais te remercier d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. 2, il faut que je dise à tout le monde que j'oublie pas. Moi, tu sais, j'ai une mémoire. Moi, je ne suis pas ingrat, je n'ai pas d'ego. Mais moi, j'oublie pas. Quand j'étais jeune, avec des cheveux et un petit peu plus beau gosse qu'aujourd'hui, j'ai sollicité un jeune homme, Florent Bata. Pourquoi ? Parce que tu commençais ta montée dans l'échelle fédérale et tu étais déjà fédéral 2. Et je voulais avoir des gens compétents autour de moi pour aller examiner, contrôler, observer. Les termes, on s'en fout. Nos petits jeunes pousses, comme tu as aujourd'hui le petit Alain Bonsignour, tu as vu, qui était tout heureux de pouvoir discuter avec un arbitre élite. Bien. Et Alain faisait déjà partie des jeunes de l'époque. Ouais. Et c'est vrai, Alain, hein, tu t'en rappelles. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce qu'on sent en toi cette passion. C'est dans tes gènes, l'arbitrage. Je te poserai une question après, d'ailleurs, pour ces gènes-là. Pourquoi ? Parce que depuis toujours, tu as répondu favorablement à mes attentes en fonction de ton planning, rappelle-toi. Et jusqu'au dernier moment, des fois, tu me passais un petit coup de fil un samedi pour dire, tiens, demain, si tu veux, je peux aller voir. Et je te mettais toujours quelque part. Et j'ai toujours apprécié ta disponibilité envers mes jeunes arbitres du district de Provence. Donc j'oublie pas, ton discours n'a pas changé. Merci pour ça. En ce qui concerne tes gènes, et là, je vais, si tu permets, te poser une ou deux questions sur toi. Je me réserverai le droit d'y répondre. Mais tout à fait. Je te laisse, pour ce soir, je te laisse un joker, Florent. Moi, je ne suis pas comme toi, je ne suis pas comme Jacques, je ne suis pas comme certains à avoir touché l'élite parce que je n'étais pas aussi brillant que vous. Mais en ce qui te concerne à toi, tu sais très bien que tu portes un nom très lourd pour l'arbitrage français et tu es passé derrière un grand monsieur aussi. Est-ce que, honnêtement, tu penses que pour l'accélération de ta carrière, ça a pu te donner un frein
parce que pour moi, ça plus été, je pense, alors après c'est Eric Schneider, je pense que ça a été peut-être plus un frein pour toi du fait de ce nom-là. Voilà. Est-ce que toi, à ton avis, ça a pu indéniablement, même si les observateurs qui sont venus te voir, ce sont des gens droits et honnêtes, est-ce que tu penses que ça a pu jouer des tours dans l'accélération de ta carrière? Puisqu'aujourd'hui, ta carrière, elle est belle, elle est somptueuse et tu la démarres à peine. Donc, tu as encore, en plus, tu es tout jeune, tu n'as pas osé dire ton âge, mais tu es tout jeune. Donc, tu as encore beaucoup d'années devant toi. Voilà, ça, c'est ma première question. Alors, je vais te laisser répondre et après, je t'en pose une autre si tu veux bien. J'aurais du mal à y répondre parce que je ne peux pas savoir si ça a été un frein ou un accélérateur. Tout ce que je peux dire, c'est que je me suis toujours investi, j'ai toujours travaillé avec mes qualités. J'ai essayé de gommer ou d'accentuer le travail sur les défauts qui étaient les miens en tant qu'arbitre. Ça a payé. Le travail paye toujours. Alors, on n'arrive pas toujours à décrocher ce qu'on veut, mais le travail paye d'une manière ou d'une autre. Moi, il a payé. J'ai jamais été un grand carriériste, je ne le serai jamais. Je suis ambitieux. J'aime réussir, j'aime aller. Et ça a été mon moteur pendant toute ma carrière. Mon père a été arbitre, il a été connu, il a été très médiatisé. Mon grand-père était arbitre, c'est celui qui m'a initié à l'arbitrage. Il était moins connu, c'est moins intéressant pour les gens, mais la vérité, c'est que c'est lui qui m'a traîné, c'est pas péjoratif, hein, sur les terrains quand j'avais une dizaine d'années. C'est lui qui m'a fait rencontrer les arbitres de district, de ligue en formation à Sainte-Tulle, à Clairefontaine, et qui m'a fait tomber dans la marmite de l'arbitrage. Et il s'avère que mon père était arbitre aussi et qu'il a réussi une brillante carrière. J'ai un prénom qui est différent du sien, c'est pas anodin. Alors je ne me cache pas derrière, hein, je ne dis pas que je ne veux pas aborder le sujet parce que c'est mon père. On partage la même passion. Parfois, quand j'analyse mes matchs, j'entends les supporters derrière. La dernière fois, il y en a un qui criait. De toute façon, il est arbitre. Son père était arbitre. Si son père était boucher, il aurait fini boucher. Ça m'a bien fait rire, mais ça résumait un peu la réalité. C'est comme ça. C'est l'atavisme. C'est la reproduction sociale. C'est comme ça. On a la même passion. Il a fait son chemin, j'ai fait le mien. J'ai jamais eu pour ambition d'aller plus haut. Jamais au même niveau. Bon, aller plus haut serait difficile. Je réponds à ta question parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas y répondre. Mais après, je n'ai pas tous les éléments de réponse pour savoir si ça m'a servi, desservi. C'est ma vie, elle est ainsi faite. Et puis voilà. Ouais. Bon, de toute façon, c'est déjà une belle réussite. Alors, ma deuxième question, elle est plutôt sur le côté pluraliste de l'arbitrage. Oui. Moi, sincèrement, je pense que quand on prend nos petits jeunes, là, et Jacques, il est dans le même moule que moi, même peut-être plus rigoureux que moi, oui. Quand on forme nos petits jeunes en district, avec les lois du jeu, le livre, etc., on a ce sentiment de leur dire que les pluralistes de l'arbitrage, c'est eux, c'est pas toi. Pourquoi ? Parce que on sait très bien, et tu l'as dit à un moment donné, qu'il y a ce côté média. Alors bon, on s'en fout la Covid en ce moment, mais on va dire qu'il y a plus de Covid, les terrains, tout ça, le côté, oui. Tout ça. Il y a un côté un peu médiatique où tu t'aperçois que vous êtes plus ou moins obligé de parler des fois au capitaine, aux joueurs, alors que nous on leur dit surtout pas les lois du jeu, là, tu vois. Et c'est vrai que en fonction de l'échelle que tu dois gravir, est-ce qu'à ton avis, un arbitre de haut niveau, alors je te taquine, mais je vais faire exprès, est-ce qu'un arbitre de haut niveau, aujourd'hui, même si tu es au top, est-ce que tu penses qu'un jeune arbitre candidat de ligue comme Jacques est en train de les former sont devenus peut-être plus pointus que toi dans les lois du jeu si on venait à te faire un examen écrit, alors pas un basique naturellement, mais un examen propre que Jacques concocte régulièrement avec eux. Et est-ce qu'à ton avis, le livre où on leur dit à eux, c'est votre Bible, est-ce que toi, honnêtement, tu peux me dire si dans ton sac, tu as le livre des lois du jeu ? Je ne l'ai pas dans mon sac, pour être honnête avec toi. D'accord. Parce que c'est mon livre de chevet. Donc, comme c'est mon livre de chevet, je lis tous les soirs. Non, il faut être honnête, les lois du jeu, c'est la base. C'est le permis de conduire. Si on ne connaît pas le code de la route, on ne peut pas conduire. On n'a pas le droit de conduire. Donc, pour conduire, pour prendre le volant, il faut avoir le permis de conduire. Et après, petit à petit, on a tendance à oublier certains éléments.
Mais les lois du jeu, c'est la base. C'est la base. On ne peut pas faire appliquer un règlement si on ne le connaît pas sur un terrain. Donc, même si à l'esprit et à la lettre, même si on l'adapte, ce règlement, il faut le connaître. Et c'est une obligation et c'est un incontournable. C'est un incontournable. Les lois du jeu, quand on monte un stage, plus d'une fois par mois, à Clairefontaine, qu'on est réunis, nos formateurs consacrent au moins 1 heure de questions-réponses sur les lois du jeu, sur des cas spécifiques de terrain. C'est ceux qui ont la chance d'être invités et de participer à ces stages ont pu le voir. Hein, c'est pas un discours publicitaire, c'est la vérité. Les lois du jeu, il faut les travailler. Mais c'est un peu comme un médecin. Le médecin, lorsqu'il passe son concours de médecine, il doit tout connaître sur le bout des doigts, dans le moindre détail. Et quand on passe un examen, on connaît tout super scrupuleusement parce que c'est du théorique. Donc, du théorique, ça se joue au mot près. Quand on arbitre au haut niveau, il faut connaître les lois du jeu, mais on les applique. Donc, peu importe la terminologie, ce qui est important, c'est de savoir ce qui est répréhensible et ce qui est autorisé. Peu importe les mots qu'on place derrière, il faut savoir qu'est-ce que les lois du jeu autorisent ou pas. Chaque année, il y a des modifications aux lois du jeu que les téléspectateurs, les spectateurs, parfois les dirigeants, parfois certains joueurs aussi ne connaissent pas parce que ce n'est pas forcément super intéressant. Mais nous, arbitres, on est dans l'obligation d'être à jour de chaque évolution. Donc, dire aux jeunes qu'ils ont des connaissances plus pointues, peut-être, parce que quand on est jeune, on a une capacité à emmagasiner plus facilement tout ce qui relève du théorique. Mais voilà, faut être franc, transparent et savoir que tous les arbitres de haut niveau travaillent régulièrement les lois du jeu actuelles. Bon, écoute, ça me fait plaisir d'entendre ça parce qu'il y a les jeunes. Non, c'est la stricte vérité. Voilà, c'est la stricte vérité. Bon, écoute, mille merci. Mille merci pour ta disponibilité. Tu as bien dit que c'était devenu ton métier, l'arbitrage, ta vocation. Tu respires l'arbitrage, tu transpires l'arbitrage. Ça fait plaisir. Moi, je suis fier de toi. Tu sais que la porte du district est grande ouverte. C'est ta famille. Tu es chez toi, chez nous, au district, tu es chez toi. Je vais laisser le mot de conclusion par la charmante Margot qui gère tout ça avec Éric Teboul au service communication. Encore merci 1000 fois, mon cher Florent. Merci à vous. Merci. Merci à tous d'avoir participé à cette émission et merci à Florent Bata pour votre disponibilité. Et voilà, merci. Avec grand plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Bonsoir tout le monde. Merci Florent. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.